Le pauvre soldat, avec ses 3 jeunes enfants, fut chassé de la maison sous le soleil ardent de midi. Quelques jours plus tard seulement, il tenait entre ses mains un secret bouleversant qui força ceux qui l'avaient chassé à baisser la tête et lui valut le respect de toute la ville. Le soleil de juillet brûlait les rues étroites de la petite ville, son éclat aveuglant presque douloureux pour les yeux. À l'intérieur de la maison crème à 2 étages, l'air était si lourd qu'il semblait que tout l'oxygène en avait été aspiré. Des bruits de disputes éclatèrent du salon, non plus étouffés, non plus retenus. Michael Turner se tenait dans la cuisine, non pas pour ranger, mais pour tenir bon. Ses doigts serraient le rebord de sa tasse de café si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il entendait ces mots depuis des semaines maintenant, de petites piques blessantes qui s'étaient finalement durcies en phrases tranchantes comme des couteaux. Nous ne pouvons plus faire cela, la voix stridente de Margaret Davis, sa belle-mère, fendit l'air. Toi et ses enfants êtes un fardeau, un puissant fond. Robert Davis, son mari, se tenait à côté d'elle, le visage cramoisi. Nous n'avons aucune obligation d'élever ses enfants. Tu dois t'en occuper toi-même. Michael ne broncha pas. Il rencontra leur regard, forçant son propre regard à ne révéler rien d'autre qu'une patience déconcertante. Il avait affronté des armes chargées et entendu les hurlements déchaînés des lignes de front. Mais cela semblait plus lourd. Une partie de lui voulait rugir en retour, briser quelque chose, mais il ne pouvait pas avec les enfants ici. Ethan, 10 ans, jeta un coup d'œil derrière l'encadrement de la porte de la cuisine, ses grands yeux bleus remplis de peur. Il jeta un regard vers Sophie, 7 ans, qui serrait Ben, 4 ans. Les 2 plus jeunes étaient blottis ensemble sur le sol de la cuisine, les cris des grands-parents martelant leurs oreilles comme des coups de marteau. Ethan tendit la main, effleurant du bout des doigts la photo de mariage encadrée de leur défunte mère, accrochée près de la cheminée. L'image de la femme qu'ils avaient perdue semblait maintenant une imperfection au milieu du chaos. « Papa, tu n'es pas un fardeau », murmura Ethan, sa voix tremblant vers la cuisine, presque comme s'il voulait que les grands-parents l'entendent. Ces mots innocents frappèrent Margaret comme une gifle froide, lui coupant le souffle. Mais le silence ne dura qu'un battement de cœur. Robert, comme pour rattraper l'hésitation de sa femme, insista, « Fais tes affaires maintenant. Nous en avons assez. » Son ton ne portait aucune suggestion, seulement un ordre final, irréfutable. Michael posa la tasse de café sur la table. Le son de la porcelaine contre le bois était sec, définitif. Il plongea son regard dans celui de Robert, une fureur tranquille nouée derrière eux. « Je comprends, » dit-il, sa voix basse et solide, résonnant dans la cuisine. Ce n'était pas la compréhension d'un homme vaincu, c'était la froide constatation de leur vraie nature. Sophie, entendant la voix de son père, courut vers lui, ses petites mains s'accrochant à sa jambe, son visage enfoui dans son pantalon. « Je pense que maman serait triste si elle les voyait comme ça, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Les larmes montaient dans ses yeux. La remarque enfantine était une piqûre de conscience, s'ils en avaient une. Ben, toujours derrière son père, leva la tête, ses grands yeux ronds fixés sur Robert. « Grand-père, tu ne m'aimes plus ?» La question était simple, pourtant elle fendit l'air pesant. Robert détourna brusquement la tête, évitant le regard de son petit-fils, comme si ce regard seul pouvait le brûler. Il n'y avait plus de place pour le délai. Michael se tourna rapidement, se dirigeant vers la chambre des enfants. « Faites vos bagages, les enfants, » dit-il, forçant sa voix à rester calme. Les 3 jeunes visages le regardèrent en retour, confus, effrayés. Ils comprenaient, mais ils n'arrivaient pas à y croire. Il faudra quelques rechanges de vêtements dans les sacs à dos de chaque enfant, ajoutant quelques jouets usés qu'ils avaient réussi à attraper. Il n'y avait pas de temps pour autre chose. Moins de 10 minutes plus tard, les 4 se tenaient sur le porche. La lumière du soleil était aveuglante, le vent dispersant quelques vieilles factures des mains de Michael. À ce moment-là, Sarah Miller, la voisine d'en face, ouvrit la porte de son garage. Elle s'arrêta dans sa tâche en les voyant, sa voix un mélange de surprise et d'inquiétude. « Michael, que se passe-t-il? Où allez-vous tous ?» Michael secoua la tête, réticent à expliquer au milieu de la rue. « Nous devons partir tout de suite, » répondit-il brièvement. Sarah jeta un coup d'œil aux enfants, Ben avec des perles de sueur sur le front, Sophie serrant fort son sac à dos, Ethan agrippant la poignée d'une valise à roulettes, et parla sans hésitation. « Une tempête arrive. Vous pouvez venir chez moi d'abord. » Derrière eux, Robert et Margaret se tenaient toujours dans l'embrasure de la porte, silencieux,
pas un mot d'adieu. Alors que Michael et les enfants s'éloignaient, les seuls bruits étaient le roulement rapide des roues de la valise sur le trottoir et le vent chaud qui balayait, emportant avec lui la question sans réponse, qu'est-ce qui les a vraiment poussés à vouloir notre départ aujourd'hui, de tous les jours? Quand Sarah fit entrer Michael et les 3 enfants, elle ne put toujours pas cacher sa surprise. Sa petite maison en bois était nettement plus chaude que l'air extérieur, le parfum de produits de boulangerie frais flottant dans la cuisine. Pourtant, le père et ses enfants portaient toujours la tension de la matinée sur leur visage. Alors qu'elle étalait un matelas dans un coin du salon, Sarah demanda franchement, sa voix lente mais pleine d'inquiétude, « Michael, que s'est-il passé? Je t'ai vu devant leur maison avec une valise. On aurait dit que vous veniez de partir en hâte. » Michael posa la valise contre le mur, ses yeux suivant Ben, qui serrait un vieil ours en peluche. Il hésita, comme s'il pesait chaque mot. Une équipe d'inspection des services sociaux arrive, et ils ne veulent pas que moi et les enfants soyons là quand ils se présenteront. Sa voix baissa, tremblant légèrement, comme si chaque mot rendait le poids sur lui plus lourd. La vérité, la vraie raison, c'est qu'ils pensent que les enfants et moi sommes un fardeau. Après 3 semaines, ils ne veulent plus prendre leurs responsabilités. Sarah marqua une pause, le regardant plus attentivement. Mais tu t'es occupé de tout là-bas. Michael esquissa un léger sourire, bien qu'il n'atteigne pas ses yeux. J'ai essayé. Nettoyer, cuisiner, réparer la charnière de la porte, même déblayer la neige du jardin. Mais peut-être que ce que je peux faire ne suffit pas pour gagner une place pour les enfants. Les enfants s'assirent tranquillement à table. Ethan cassa un biscuit en 2 mais ne le mangea pas, se contentant de le tourner dans ses mains, le regard lointain. Peut-être se souvenait-il aussi de ce matin, le regard sur le visage de sa grand-mère alors qu'elle se détournait, la façon dont son grand-père esquivait les questions de Ben. Michael se versa un verre d'eau, son regard se posant sur le sac à dos militaire usé à côté de lui. La sensation de la sangle effilochée le ramena à un autre souvenir, des années auparavant, dans un désert lointain. À l'époque, il avait aussi dû partir en hâte, abandonnant une base en quelques minutes à cause d'un ordre urgent. Mais cette fois-là, il savait qu'il partait pour une mission plus grande. Aujourd'hui, il quittait sa maison simplement parce que personne ne voulait qu'il reste. Il prit une profonde inspiration, essayant de chasser les images de la matinée de son esprit. « Je suis désolé, Sarah. Nous ne vous dérangerons que peu de temps, juste le temps que je puisse trouver un autre endroit. » Sarah posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas un dérangement, Michael. Tu n'es pas seul dans cette ville. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le. » Le dîner ce soir-là fut simple, soupe au poulet, pain grillé, petit gâteau au beurre. Ben gloussa en mangeant son biscuit, et Sophie mit soigneusement de côté une portion pour son petit frère. Ethan ne parla pas beaucoup, mais avant de se coucher, il tira Michael à part dans le coin de la pièce et murmura, « Demain, je garderai les enfants pour que tu puisses chercher du travail. Ne t'inquiète pas pour moi, papa. » Michael fit un léger signe de tête, sentant une partie du poids dans sa poitrine se déplacer, allégé par son fils de 10 ans. Après que les enfants furent endormis, il s'assit seul, pliant le pull qui avait appartenu à sa défunte femme. Depuis qu'elle, la fille de Robert et Margaret, était décédée d'une grave maladie il y a 2 ans, le fardeau financier était tombé entièrement sur ses épaules. Elle était la principale soutien de famille. Lui, ancien soldat blessé lors de sa dernière mission en Afghanistan, ne recevait qu'une petite pension d'invalidité. Robert et Margaret l'avaient initialement accepté, lui et les enfants, mais leur patience s'épuisa rapidement lorsque Michael ne put trouver un emploi à temps plein avec un salaire décent, en grande partie à cause des douleurs récurrentes de son ancienne blessure et de la difficulté de s'adapter à nouveau à la vie civile. Ils avaient besoin d'une raison, et le fait qu'il ne rapportait pas autant d'argent qu'il le souhaitait devint l'excuse parfaite pour le qualifier, lui et les enfants, de fardeau. Lorsque la maison fut silencieuse de sommeil, Michael s'assit de nouveau seul. Il sortit les vieux vêtements de sa défunte femme du sac à dos militaire, les plia soigneusement, respirant le faible parfum fané d'elle. C'était un rituel ancré en lui depuis le jour où elle était partie. Sa main effleura le tissu et s'arrêta. Quelque chose de dur et d'épais était glissé à l'intérieur d'une poche intérieure de manteau. Il en sortit une enveloppe crème, scellée, sans adresse de retour. Elle était là depuis tout ce temps, oubliée parmi le désordre de souvenirs militaires. Michael regarda l'enveloppe, la curiosité traversant lentement ses pensées. Un petit objet inoffensif, mais qui portait un étrange attrait, comme s'il promettait quelque chose d'inconnu. Il ne l'avait pas ouverte.
Il la posa sur la table à côté de sa tasse de thé froide, ses yeux dérivant vers un avenir incertain, qui contenait maintenant une faible lumière vacillante du mystère scellé dans cette enveloppe. Devant Michael, sur la table en bois sombre, gisait une enveloppe crème scellée qu'il avait trouvée dans la poche du vieux manteau de sa défunte femme. Il n'y avait ni adresse de retour, ni cachet de la poste. La curiosité montait en lui alors qu'il passait ses doigts le long du bord de l'enveloppe, prenait une profonde inspiration et l'ouvrait délicatement. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une pile de documents soigneusement pliés. L'écriture familière, légèrement désordonnée, lui serra la poitrine. C'était de Ryan Campbell, son proche camarade tué en Afghanistan. Les souvenirs affluèrent, l'explosion assourdissante, le chaos, la fraction de seconde où Ryan l'avait poussé hors de la zone d'explosion, pour tomber lui-même une blessure qui ne guérirait jamais. Il lut chaque mot lentement, la voix de Ryan résonnant dans le silence. « Mike, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu. Ne sois pas triste. Ma famille t'est reconnaissante et a créé un fonds fiduciaire en ton nom. Utilise-le pour reconstruire ta vie et faire le bien. Tu le mérites. » Les mains de Michael tremblèrent, la première larme depuis l'enterrement de sa femme coula sur sa joue, non par faiblesse, mais par soulagement et gratitude. Il ouvrit la pile de papier, ses yeux s'arrêtant sur la mention en gras, montant total du bénéficiaire, 100 millions de dollars. Il se figea. Le chiffre semblait sortir d'un conte de fées. Mais ce n'était pas un ticket de loterie gagnant, c'était une dette d'honneur payée dans le sang et les larmes. Il resta immobile un instant, puis se leva pour trouver Sarah. Elle alluma la lampe de chevet, surprise. Michael lui tendit l'enveloppe. Sarah lut la lettre, puis les documents. Quand elle atteignit la ligne, 100 millions de dollars US, elle la lut 3 fois, son visage devenant pâle. « Oh mon Dieu, Michael, est-ce réel ?» Il hocha la tête, sa voix rauque. « Je l'ai trouvé dans mes affaires de Ryan. » Ils restèrent silencieux jusqu'à ce que Sarah finisse par parler. « Demain matin, tu dois voir un avocat. Personne ne touche à cet argent sans un encadrement approprié. » Le lendemain matin, Michael rencontra l'avocat Mark Reynolds, le nom même que Ryan avait mentionné. Reynolds confirma que toutes les procédures étaient légitimes et conseilla de créer une fiducie anonyme pour protéger la vie privée de Michael, tout en préparant une stratégie fiscale et un plan de protection des actifs. Il présenta ensuite Michael à Linda Brooks, une conseillère financière expérimentée. Linda écouta Michael partager ses intentions, pas d'extravagance, pas de vengeance, seulement le désir d'aider les vétérans et leurs familles. Elle exposa un plan, fonds de bourse, logements abordables, programme de formation professionnelle. De retour chez Sarah, Michael s'assit à côté de ses 3 enfants. Il leur parla de Ryan, de la promesse faite sur le champ de bataille, simple mais sincère. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Si nous avons beaucoup d'argent, nous pourrons faire beaucoup de biscuits pour les gens tristes, n'est-ce pas, papa ?» Ben balbutia, « J'achèterai une chaise pour grand-mère. » Ethan, 10 ans, parla doucement, « Papa, gardons ça secret. Je ne veux pas que personne nous dérange. » Leurs mots innocents semblaient tracer le chemin qu'ils devaient suivre. Michael sourit. « Exactement. Nous ferons de bonnes choses, et nous resterons discrets. » Il nomma l'initiative « Espoir pour les vétérans, Hope Forvey. » L'argent serait l'outil pour honorer la promesse de Ryan, pour construire un meilleur avenir pour beaucoup, et pour le transformer d'un homme qui se contentait de survivre en un homme avec un but clair. Dans les jours qui suivirent la découverte de l'enveloppe de Ryan Campbell et l'apprentissage de la vaste fortune, la vie de Michael Turner et de ses 3 enfants ne se transforma pas instantanément en un tableau de luxe. Au contraire, elle prit un nouveau rythme, plus rapide, plus déterminé, mais toujours empreint de simplicité et de discrétion. Avec le soutien dévoué de l'avocat Mark Reynolds et de la conseillère financière Linda Brooks, Michael commença à poser les premières pierres de « Espoir pour les vétérans ». Il travailla inlassablement, avec une concentration presque absolue, comme s'il menait une mission militaire critique. Michael n'avait aucun désir d'étaler sa richesse ou qu'elle devienne une marque de vanité sur laquelle les gens pourraient le pointeur du doigt. Il voulait qu'elle soit un outil, un moyen d'accomplir la promesse de Ryan et de mener à bien sa propre nouvelle mission. Sarah Miller, la voisine au grand cœur, devint rapidement une partie indispensable de ce nouveau cycle. Elle ne fouilla pas dans la source de l'argent, l'acceptant simplement et soutenant Michael de toutes les manières possibles. Elle l'aida avec de petites tâches administratives au modeste bureau de Main Street que Michael avait loué pour Espoir pour les vétérans, rien de plus qu'un simple espace, en rien différent d'un cabinet d'avocats ou de comptables ordinaires.
Plus important encore, elle continua de s'occuper d'Ethan, Sophie et Ben comme une seconde grand-mère chaque fois que Michael était pris par la paperasse, les réunions ou les visites de site. La toute première chose que Michael priorisa fut un foyer stable pour ses enfants. Il ne chercha pas un somptueux manoir, mais choisit une maison en bois plus petite et plus humble que celle de Robert et Margaret, nichée dans une ruelle tranquille près du lac. Peinte d'un doux bleu-gris, elle avait un petit jardin à l'avant et un jardin arrière assez grand pour que les enfants puissent courir. Il y avait 3 chambres, suffisamment d'espace privé pour Ethan, Sophie et Ben. Michael voulait qu'ils sentent qu'ils avaient leur propre endroit, un refuge sur qu'ils pourraient vraiment appeler leur maison. « Ethan, c'est ta chambre », dit Michael en ouvrant la vieille porte en bois. « Tu peux la décorer comme tu veux. » Ethan regarda autour de la petite pièce, ses yeux s'illuminant. Elle n'était pas grande, mais elle avait une fenêtre donnant sur le vieux mûrier à l'arrière et un placard avec beaucoup d'espace. Il hocha la tête, un rare air de satisfaction sur son visage. Pour Sophie, Michael choisit une chambre avec une plus grande fenêtre qui donnait sur le jardin. « Tu peux planter des fleurs ici, Sophie ?» lui dit-il en lui tendant un petit pot de violettes. Sophie poussa un cri de joie et se précipita vers la fenêtre, imaginant déjà un jardin plein de fleurs dans sa chambre. La chambre de Ben était plus simple, avec un petit lit et beaucoup d'espace au sol pour les jouets. Michael avait personnellement reverni un vieux bureau qu'il avait trouvé dans le garage de la nouvelle maison et l'avait placé sous la fenêtre d'Ethan. Il voulait que les enfants aient un endroit stable pour étudier et jouer, un espace où ils pourraient grandir sans perturbation. Il acheta quelques nouveaux livres de contes, des boîtes de crayons de couleur pour Sophie, et un grand ensemble de blocs de construction pour Ben, des objets simples mais qui leur avaient longtemps manqué pendant leur séjour chez leurs grands-parents. La vie de famille s'installa progressivement dans un rythme régulier dans la nouvelle maison. Chaque matin, Michael préparait lui-même le petit déjeuner pour les enfants. Ethan était devenu plus responsable, aidant sa sœur à tresser ses cheveux et à préparer son sac d'école. Sophie chantait souvent joyeusement en aidant à mettre la table. Ben était toujours dans la cuisine, espérant un biscuit ou une tranche de confiture supplémentaire. Les dîners étaient généralement des repas simples préparés par Michael, mais ils étaient chaleureux et remplis de rire. Le soir, il lisait des histoires aux enfants, puis jouait avec eux sur le tapis du salon, des moments paisibles qu'il avait rarement appréciés auparavant. Parallèlement à la création de stabilité à la maison, le projet « Espoir pour les vétérans » de Michael commença à poser ses premières pierres. Il travailla sans relâche avec l'avocat Reynolds et la conseillère Brox, inspectant personnellement des maisons abandonnées dans la ville, délabrées, décrépites, oubliées depuis longtemps. Michael ne voyait pas seulement des murs en ruine, il voyait du potentiel. Il voyait des foyers qui pouvaient apporter de l'espoir aux vétérans dans le besoin. Finalement, Michael signa un protocole d'accord avec le gouvernement local. Il n'y eut pas de faste, pas de grande cérémonie de signature, juste une simple réunion au bureau de la ville entre Michael, représentant Espoir pour les vétérans, et le maire. Le protocole d'accord engageait Espoir pour les vétérans à rénover 10 maisons abandonnées dans la ville pour fournir un logement abordable aux familles de vétérans à faible revenu. Le projet fut lancé rapidement, utilisant des entrepreneurs locaux et une grande équipe de bénévoles, des personnes qui avaient entendu parler de Espoir pour les vétérans et croyaient en sa mission. Un petit dîner de partage dans la salle de l'église devint le premier événement public d'Espoir pour les vétérans, bien qu'il ait été maintenu aussi discret que possible. Il n'y avait pas de bannière lumineuse, pas de longs discours, juste un simple repas de soupe chaude, de pain et de café pour les familles de vétérans et les premiers bénévoles. L'atmosphère était chaleureuse, empreinte d'un sentiment de communauté. Le pasteur John se leva pour offrir une courte prière, bénissant l'œuvre caritative, sa voix profonde résonnant dans l'espace modeste. Michael ne fit pas une grande apparition, il se tenait tranquillement à l'arrière à côté de Sarah, observant les visages fatigués, mais remplis d'espoir, des premières familles de vétérans à recevoir de l'aide. Il vit les sourires, les hochements de tête reconnaissants, et il sut qu'il était sur la bonne voie. Il n'avait pas besoin de la reconnaissance de la foule, ce dont il avait besoin, c'était de voir des vies se reconstruire lentement. Ethan, un garçon de 10 ans, portait une chemise propre alors qu'il aidait Sarah à disposer les chaises et à distribuer le pain. Il se tenait avec une maturité au-delà de son âge, le visage empreint d'un sérieux tranquille alors qu'il travaillait. Il aperçut son père debout dans un coin, ses yeux pensifs. « Papa » murmura Ethan, tirant légèrement la jambe du pantalon de Michael, « je pense que les gens ont besoin d'entendre tes remerciements. » Les mots d'Ethan étaient un doux encouragement, pas une demande, il voulait simplement que son père soit reconnu, ne serait-ce que pour un bref instant. Michael regarda son fils,
la fierté brillant dans ses yeux. Il jeta un coup d'œil à la foule, toujours animé par les conversations. Montant sur la petite scène, il ne prononça pas plus de 3 phrases, nous ne faisons que continuer une promesse faite sur le champ de bataille. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont soutenus. Il inclina la tête, puis recula rapidement, laissant la lumière des projecteurs aux sourires et aux histoires d'espoir. Dans un coin de la pièce, Sophie et Sarah tenaient une petite table à biscuits qu'elles appelaient « Fais passer la gentillesse, pay it forward ». Sophie, ses tresses se balançant, invita avec enthousiasme les gens à prendre un biscuit et fut encouragée à faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Ben, 4 ans, collait avec enthousiasme de petites étiquettes en forme d'étoiles sur chaque friandise, son sourire éclatant ne s'estompant jamais. Parfois, il remettait même les biscuits directement à d'imposants vétérans, affichant une expression de pure fierté. La bonne nouvelle concernant « Espoir pour les vétérans » se répandit rapidement dans la ville, mais pas de manière bruyante ou ostentatoire. C'était du bouche à oreille, véhiculé par des histoires racontées autour d'un café chez le barbier ou sur les marches de l'église. Les premières familles de vétérans à recevoir les clés de logement temporaire rayonnaient de joie et de gratitude. Des photos de groupe parurent dans le journal de la ville, mais le nom de Michael Turner ne fut jamais mentionné comme étant celui derrière tout cela. Il préférait rester en arrière-plan, faisant son travail sans faste ni attention. La vie de Michael et de ses 3 enfants s'installa lentement dans un rythme régulier. La petite maison au bord du lac devint vraiment un foyer, les rires des enfants remplissaient chaque pièce, remplaçant les échos des disputes et des paroles dures. Michael ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait trouvé un nouveau but, une mission plus grande que lui-même. Mais la vie n'était jamais entièrement sans remous. Un après-midi, alors que Michael et Ethan triaient quelques cartons de dons dans le petit bureau loué d'espoir pour les vétérans, son téléphone sonna. C'était Sarah, sa voix contenait une pointe d'urgence, teintée d'une légère hésitation. « Michael, dit-elle, tu es à la maison. Quelqu'un vient d'arriver. » Michael se figea, un sentiment de malaise s'insinuant. Il avait fait de grands efforts pour garder sa vie privée, surtout sa nouvelle adresse. Qui aurait pu les trouver? Qui est-ce, Sarah? Demanda Michael, sa voix s'abaissant, l'alerte instinctive du soldat se manifestant. Sarah prit une lente inspiration, comme si elle pesait ses mots. Ce sont les Davis. Robert et Margaret. Ils sont à ta porte d'entrée. L'appel téléphonique de Sarah fut comme une sonnette d'alarme, brisant la paix fragile que Michael avait travaillé si dur à bâtir. Les Davis? Pourquoi viendraient-ils ici après tout ce qui s'était passé? Un mélange de malaise et de curiosité monta en lui. Achevant son travail au bureau, il se précipita chez lui. Quand Michael arriva, Sarah était déjà à la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. Sur la pelouse, sous la lumière douce mais implacable du soleil de fin d'après-midi, se tenaient Robert et Margaret Davis. La petite maison bleu-gris de Michael semblait un blanc contraste avec leur apparence raffinée, bien que légèrement passée. Robert, en chemise à col, se tenait droit et rigide, tandis que Margaret portait une robe élégante, ses yeux trahissant à la fois l'examen minutieux et une pointe d'hésitation. Michael, commença Margaret, sa voix soigneusement adoucie et mielleuse, un contraste frappant avec le ton aigu et glacial qu'elle avait jadis utilisé dans cette vieille cuisine. Nous sommes de la famille. Laisse-nous voir les enfants. Robert hocha la tête en signe d'accord, son visage affichant cette formalité artificielle familière. Michael ne les invita pas à entrer, il savait qu'ils devaient garder une distance, une frontière claire. Il n'avait aucune intention d'exposer les enfants à plus de fausseté ou de blessures. Son regard était calme mais gardé. « Allons au café près de l'église, dit-il d'une voix égale. Nous avons des choses à discuter. » Il n'allait pas laisser un affrontement gênant avoir lieu dans la nouvelle maison qu'il avait construite pour ses enfants. Au café, Michael choisit une table tranquille nichée dans un coin. L'endroit était presque vide en fin d'après-midi, avec seulement le bourdonnement de la machine à expresso et quelques conversations murmurées en arrière-plan. En face de lui étaient assis Robert et Margaret. Les 3 enfants étaient assis à côté de Michael, sirotant tranquillement des sodas et grignotant des biscuits. Ethan était assis droit, les yeux vigilants sur ses grands-parents. Sophie jetait des regards occasionnels et perplexes vers eux. Ben, insouciant, se concentrait entièrement sur son biscuit. Michael prit une profonde inspiration et plongea son regard dans celui de Robert. Le jour où nous avions besoin d'un endroit pour dormir, un endroit pour nous sentir en sécurité, votre porte nous était fermée, dit-il, pas fort,
mais avec clarté et finalité. Il ne mentionna pas les paroles dures ou les insultes, il dit simplement la vérité nue. Le visage de Robert se crispa. Margaret rougit. Michael, c'était un malentendu, commença faiblement Margaret. Il n'y a eu aucun malentendu, coupa Michael. Vous nous avez dit que nous étions un fardeau. Vous vouliez que nous partions. L'air dans le café sembla se densifier. Robert s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle. Michael, nous avons nous-mêmes traversé beaucoup de choses en nous occupant des enfants. Ce n'était pas une petite dépense. Nous pensons qu'il est juste que tu prennes la responsabilité de cela. Peut-être qu'une redevance de garde serait raisonnable pour le temps qu'ils ont passé avec nous. Son ton contenait une subtile pointe de pression. Margaret intervint, plus calmement mais plus sèchement. C'est exact, Michael. Tu devrais y réfléchir. Sinon, nous pourrions être obligés d'impliquer la justice. L'implication était claire, ils étaient prêts à utiliser les enfants comme monnaie d'échange. Michael serra les mains sous la table, la colère monta, mais il garda un calme glaçant. Il était sur le point de répondre, quand une voix inattendue l'interrompit. Ethan, 10 ans et habituellement réservé, posa son soda. Il rencontra le regard de son grand-père, son ton délibéré et ferme. Si nous facturons des frais, dit Ethan, alors je facturerai toutes les nuits où je suis resté éveillé pour tenir compagnie à papa après la mort de maman. Papa ne pouvait pas dormir, il était triste. Il s'est occupé de nous, nous a tout appris tout seul. Mais la famille ne facture pas ça. Le café devint absolument silencieux, même la machine à expresso sembla s'arrêter. Les mots d'Ethan frappèrent comme un coup de poing d'acier, direct, indéniable, atteignant le cœur même de la famille. Les visages de Robert et Margaret furent dépouillés de leur couleur, ils ne s'attendaient pas à une telle profondeur, à un tel raisonnement de la part d'un enfant de 10 ans. Sophie, 7 ans, glissa tranquillement de sa chaise. Elle s'approcha de sa grand-mère, lui offrant un petit sac de biscuits que Sarah leur avait préparé. « Je les ai faits pour quelqu'un qui est triste », dit-elle doucement mais sincèrement. « Vous pouvez les donner à quelqu'un qui en a plus besoin. » Margaret regarda les biscuits, puis les yeux clairs de Sophie. Une légère rougeur lui monta aux joues, une lueur de honte passant sur son visage. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, elle ne prit pas le sac. Ben, 4 ans, avait maintenant fini son biscuit. Il ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais il sentait la tension. Tirant légèrement la manche de Robert, il demanda innocemment, « Veux-tu essayer la nouvelle chaise chez nous ?» Robert sursauta, regardant Ben, déconcerté, il secoua rapidement la tête et repoussa la main de son petit-fils. « Non, non, je n'en ai pas besoin. » 3 mots de 3 enfants, l'un vif et raisonné, l'autre sincère dans sa gentillesse, le dernier pur dans son innocence transpercèrent les cœurs de Robert et Margaret. Michael vit l'évitement maladroit de Robert et sut qu'il en avait assez entendu. Se levant, il posa quelques billets sur la table pour leur boisson. « Je ne laisserai jamais personne utiliser mes enfants comme monnaie d'échange, » dit-il, sa voix froide et résolue. « Et je n'ai aucune intention de vous poursuivre en justice ou de vous combattre pour quoi que ce soit. Notre vie a déjà commencé un nouveau chapitre. » Il rencontra leur regard. « Au revoir. » Sans un mot de plus, Michael se retourna, prenant la main d'Ethan. Il guida Sophie et Ben vers la porte, laissant Robert et Margaret figés à la table. Le regard de Robert s'attarda, partagé, sur leur silhouette s'éloignant. Le visage de Margaret resta rigide, bien que peut-être un peu plus doux qu'auparavant. La porte du café se referma derrière eux, coupant la connexion entre deux mondes, du moins pour l'instant. Michael avait tracé la ligne tranquillement, avec dignité et une détermination inébranlable. Les mois qui suivirent cette rencontre au café s'écoulèrent en silence, du moins du côté de Robert et Margaret. La vie de Michael et de ses 3 enfants continua paisiblement dans la maison au bord du lac, tandis que, espoir pour les vétérans, continuait de croître. Les maisons rénovées étaient progressivement achevées, et les premières familles de vétérans avaient déjà emménagé, apportant avec elles des histoires de renouveau et d'espoir. Michael resta discret, se concentrant sur son travail et s'occupant de ses enfants. Pourtant, dans une petite ville, rien ne reste secret éternellement. Des rumeurs commencèrent à parvenir à Michael par différents canaux. Sarah Miller, qui passait souvent au bureau des « Espoirs pour les vétérans », mentionna plus d'une fois qu'elle avait remarqué que Robert se montrait moins à son magasin. Une autre fois, elle lui dit avec un air inquiet, « Michael, j'ai vu Madame Margaret Davis à ce vieux prêteur sur gage en périphérie de la ville.
Elle n'avait pas l'air bien. Des vétérans qui connaissaient l'histoire de Michael laissaient parfois échapper qu'ils avaient entendu dire que les affaires ne marchaient pas si bien pour Monsieur Davis. Michael écoutait sans commenter, mais les indices commençaient à former un tableau dans son esprit. Un matin d'automne frais, l'air portait l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Michael était dans son petit bureau d'espoir pour les vétérans, examinant les rapports d'avancement, quand la porte s'ouvrit et l'avocat Mark Reynolds entra, son expression plus sérieuse que d'habitude. « Michael, tu as une minute ?» demanda Mark, tirant une chaise en face du bureau de Michael. Sa voix était basse et délibérée. « Il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir. C'est à propos de Robert et Margaret Davis. » Michael hocha la tête, posant son stylo. Une soudaine oppression serra sa poitrine, tous ses petits signes d'avant semblaient maintenant converger. Il resta silencieux, attendant. Mark continua, son ton empreint de sympathie mais restant professionnel. Ces dernières années, Robert a massivement investi dans une nouvelle chaîne de magasins de fournitures de construction. Il a apparemment ignoré les conseils prudents sur la gestion des risques et s'est surendetté dans l'immobilier. Puis le marché de la construction a soudainement ralenti, et les taux d'intérêt ont grimpé en flèche. Robert a emprunté lourdement à la banque pour maintenir les choses à flot, mais maintenant tout s'est effondré. Michael écoutait, son visage ne trahissant que peu, bien qu'à l'intérieur son esprit fût en pleine tempête. Il se rappela l'arrogance de Robert, sa fierté de sa réussite commerciale, et la façon dont il avait regardé de haut ceux qu'il considérait comme des échecs. Maintenant, les dettes s'accumulent, continua Mark. Les banques ont émis des avis de saisie. Il semble qu'ils vont tout perdre, y compris leur vieille maison. Mark fit une pause, rencontrant le regard de Michael. Je sais que cela pourrait être délicat pour toi, mais je pensais que tu devais l'entendre, car ce sont des personnes liées à toi. Un souvenir revint, aussi vif que si c'était hier, Michael et ses 3 enfants debout sur le porche de Robert et Margaret, des sacs à dos sur les épaules, sans nulle part où aller. Cette vieille porte, autrefois symbole de la famille, s'était claquée devant eux, froide et impitoyable. Un fardeau. On ne peut pas continuer à vous soutenir. Ces mots amers résonnaient dans son esprit. Maintenant, cette même porte était menacée. Michael ne dit rien, se contentant d'un petit signe de tête. Il remercia Mark, qui le laissa seul avec l'enchevêtrement de pensées dans sa tête. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la faillite de Robert et Margaret Davis se répandit rapidement en ville. Robert, qui autrefois se comportait avec fierté de sa richesse, était maintenant vu assis tranquillement dans les allées vides de son magasin de fournitures de construction, entouré d'étagères poussiéreuses, les yeux vides. Margaret, la femme qui s'était toujours vêtue avec élégance, était maintenant aperçue errant dans ce vieux prêteur sur gage en périphérie de la ville, vendant des bijoux de mariage et des héritages familiaux juste pour réduire les énormes paiements d'intérêt. Michael entendit ces histoires de Sarah, du pasteur John, et des vétérans même qu'espoir pour les vétérans aidait des gens qui connaissaient son histoire et ne pouvaient s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction pour lui. Un soir, alors que Michael lisait une histoire aux enfants avant de dormir, Sophie, sa fille de 7 ans, demanda soudain, « Papa, et si grand-mère et grand-père n'avaient plus de maison ?» Elle avait entendu des bribes de conversation de Sarah, sa sensibilité enfantine les ayant rassemblés. Michael regarda sa fille, et une vive douleur transperça son cœur. La question de Sophie n'était pas un jugement, c'était pure innocence, pure compassion. Il plongea son regard dans ses yeux clairs et confiants et se souvint des paroles que sa défunte femme avait prononcées dans les derniers instants de sa vie, « Michael, tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Ne laisse rien ni personne éteindre la gentillesse en toi. » Michael prit une profonde inspiration, il s'était battu pour maintenir cette gentillesse en vie, même face à la cruauté. « Je ne sais pas encore, ma chérie, dit-il, sa voix chaude et ferme. Mais nous ne nous réjouissons pas de la souffrance d'autrui, peu importe qui ils sont. » Il marqua une pause, regardant Sophie droit dans les yeux, et ajouta, « Nous pouvons aider sans les laisser nous faire du mal à nouveau. » Sa réponse n'était pas seulement pour Sophie, elle était aussi pour lui-même, un rappel de la dignité et de la clarté qu'il avait toujours essayé de protéger. À l'intérieur, Michael était déchiré. D'un côté, il ressentait la piqûre d'une justice dure, ils avaient semé le vent, et récoltaient maintenant la tempête. Mais de l'autre, l'image de Robert et Margaret perdant tout, luttant dans le désespoir le plus total, remuait une douleur en lui. C'était une bataille entre le passé douloureux et la promesse de gentillesse qu'il avait faite à sa femme. Les cloches de l'église du clocher du pasteur John flottaient dans l'air automnal, comme un appel à la compassion et au pardon.
Le regard de Michael erra par la fenêtre, ses yeux fixés sur un chemin qu'il savait ne pas pouvoir éviter. La plus grande question persistait, devait-il tendre la main pour aider les mêmes personnes qu'il avait autrefois rejetées? Et s'il le faisait, de quelle manière pouvait-il le faire tout en préservant sa propre dignité et en protégeant ses enfants d'être exploités? Qu'en pensez-vous? Auriez-vous le courage de tendre la main à ce moment-là? Dans les jours qui suivirent l'annonce du déclin de Robert et Margaret, le tumulte intérieur de Michael s'étira comme une bataille sans fin. Les mots de Sophie, le souvenir de sa promesse à sa femme et les images de Robert et Margaret dans leur désespoir ne cessaient de tourner dans son esprit. Il se rendit à l'endroit où il cherchait souvent la paix, le bord du lac derrière sa nouvelle maison. Michael s'assit seul sur le vieux banc en bois au bord du lac, le soleil couchant déversant une lueur rouge sur l'eau immobile. Une légère brise d'automne portait l'odeur des feuilles sèches et de l'humidité montant de la surface. Son esprit dériva vers les batailles brutales, les tirs assourdissants et le visage de Ryan Campbell juste avant qu'il ne tombe. « Tu le mérites, mon pote. Tu as toujours été le meilleur d'entre nous », les mots de Ryan résonnaient dans sa tête. Puis vint le souvenir du visage de sa femme, fragile mais rempli de confiance dans ses derniers instants. « Ne laisse pas ta gentillesse mourir, Michael. » Il avait tenu cette promesse, même lorsqu'il fut rejeté par sa propre famille. Il avait reconstruit sa vie à partir de rien, sans jamais se plaindre. Et maintenant, les personnes même qu'il avait chassées se trouvaient dans une situation désespérée. Il avait tout à fait le droit de se sentir justifié, de leur tourner le dos, mais cela lui apporterait-il vraiment la paix? Est-ce ce que sa femme aurait voulu? Le calme d'un soldat, associé à un puits profond de compassion, prévalut finalement. Il aiderait, mais pas inconditionnellement, pas d'une manière qui leur permettrait d'exploiter à nouveau sa gentillesse. Il aiderait selon ses conditions, avec clarté, humanité et une leçon à la clé. Il ne les laisserait plus jamais lui faire du mal, ni à ses enfants. Un samedi matin frais, alors que les premiers rayons du soleil d'automne traversaient les fenêtres d'un petit café près de l'église, Michael attendait Robert et Margaret Davis. Il les avait appelés et leur avait demandé de le rencontrer. Quand ils entrèrent, ils semblaient beaucoup plus abattus que la dernière fois qu'il les avait vus. Robert gardait la tête basse, ses cheveux blancs ébouriffés. Margaret portait un vieux manteau, ses yeux étaient gonflés et rouges comme si elle avait pleuré pendant des jours. Ils s'assirent en face de Michael, leur visage tendu, mais porteur d'une lueur d'espoir fragile. Ils pensaient qu'il allait leur donner de l'argent. Michael savait que leurs yeux cherchaient son visage, essayant de lire ses intentions. Il prit une profonde inspiration et rencontra leur regard, refusant de laisser la satisfaction ou la colère prendre le dessus. « Vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir ici » commença Michael, sa voix ferme, sans trace d'émotion superflue. « Je sais ce qui vous est arrivé. » Robert et Margaret échangèrent des regards, puis le regardèrent. « Nous » Robert hésita. « Nous avons fait des erreurs. »« Nous » Ce n'est pas ce dont nous sommes ici pour discuter, interrompit Michael, son ton doux mais ferme. J'y ai réfléchi. Je vais vous aider. Une étincelle s'alluma dans les yeux de Robert et Margaret, ils semblèrent presque expirer de soulagement. Mais Michael n'avait pas fini. Je vais rembourser toutes vos dettes, continua-t-il, chaque mot délibéré et clair. Je m'assurerai que vous ayez un endroit décent où vivre, suffisamment pour que vous soyez à l'aise, sans craindre de perdre votre maison. Leurs visages s'illuminèrent instantanément, Margaret tendit même la main vers la sienne, mais il s'inclina légèrement en arrière. Mais, dit Michael, sa voix portant maintenant plus de poids, en retour, vous travaillerez à temps plein pour Espoir pour les vétérans pendant au moins 1 an, peut-être plus. Le visage de Robert se crispa instantanément. Il frappa la table de la main, faisant teinter les tasses et les soucoupes. Travailler? Tu te moques de nous, Michael, demanda-t-il, sa voix épaisse d'incrédulité et d'indignation. Je suis Robert Davis. J'ai dirigé tout un empire. Tu t'attends à ce que je fabrique des meubles, que je balaie les sols comme un mendiant? Le visage de Margaret rougit légèrement d'embarras, une lueur d'indignation dans ses yeux. Ils étaient habitués à donner des ordres, à être servis, jamais à travailler de leurs propres mains. Michael rencontra leur regard sans broncher. Non, dit-il calmement, pas comme un mendiant, Robert. Comme des gens décents. Vous ferez tout ce qui est nécessaire, construire des tables, réparer des maisons, cuisiner pour les vétérans, distribuer des fournitures de secours, passer la serpillière, nettoyer comme tout le monde dans l'organisation. Pas de traitement de faveur. Vous travaillerez aux côtés des personnes que vous avez autrefois appelées un fardeau, les vétérans, les pauvres,
ceux qui ont été abandonnés. Les mots de Michael furent comme une gifle pour leur fierté, mais aussi une chance pour eux de se confronter à eux-mêmes. La respiration de Robert devint lourde de colère, mais alors le feu dans ses yeux s'éteignit soudain. Il regarda Michael, cette contenance étonnamment inébranlable, et à ce moment-là, il comprit, il n'avait plus rien, plus de pouvoir, pas de choix. Il était acculé. Juste à ce moment-là, Sophie, la fillette de 7 ans assise à côté de Michael, posa son crayon de couleur. Elle leva les yeux, ses grands yeux marrons fixés sur sa grand-mère. « Je vais vous apprendre à faire des biscuits à donner aux gens tristes », dit sa petite voix douce mais sérieuse. « Vos biscuits pourraient les rendre heureux. » L'offre innocente de Sophie fut comme un fil invisible, ramenant Margaret en arrière, adoucissant la tension dans la pièce. Une simple invitation, un acte d'amendement non seulement par le travail, mais par la gentillesse. Margaret regarda Sophie, puis le sac de biscuits que l'enfant lui avait donné. Avant qu'une émotion complexe ne passe dans ses yeux, elle resta silencieuse, mais la résistance avait diminué. Robert s'éclaircit la gorge, s'accrochant au dernier lambeau de sa dignité. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. Michael ne le pressa pas, vous n'avez pas beaucoup de temps. La banque agira vite. La décision vous appartient. Il leur glissa une petite pile de papier, décrivant les termes de base de l'accord. Quand vous serez prêts, signez ici. Je ne changerai rien. Michael se leva. J'attendrai, dit-il sans rien ajouter, les laissant avec leurs propres pensées et le choix final auquel ils étaient maintenant confrontés, plus de place pour l'arrogance, plus moyen de reculer. Ils hochèrent la tête à contre-cœur, leur visage marqué par le désespoir et par quelque chose d'autre qui commençait à s'adoucir en eux. La porte de la réconciliation était ouverte, mais elle avait un prix, et ce prix était le travail acharné et l'honnêteté. En fin de compte, Robert et Margaret Davis signèrent l'accord de Michael, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Le désespoir avait finalement supplanté la fierté. Quelques jours plus tard, ils emménagèrent dans un petit appartement modeste que, Espoir pour les vétérans, leur avait loué dans un autre quartier, loin de leur ancienne maison et de son apparat vide de richesse. Et puis, leurs premiers jours de travail à Espoir pour les vétérans commencèrent. Il n'y avait pas de privilèges spéciaux, pas de bureau privé, dès le premier jour, ils furent affectés à des tâches manuelles, le genre de travail qu'ils avaient autrefois pu faire exécuter d'un simple geste de la main. Sarah Miller, dans son rôle de coordinatrice bénévole, les forma personnellement avec une patience presque infinie. Robert, qui avait autrefois supervisé des dizaines d'ouvriers du bâtiment, devait maintenant scier du bois, clouer et transporter de lourdes planches dans le petit atelier derrière le bureau d'Espoir pour les vétérans. Il était habitué à être assis derrière un bureau, à donner des ordres, sans transpirer. Au début, il était maladroit et lent, le marteau glissait, la scie crissait hors de rythme, des ampoules se formaient, et plus d'une fois, des échardes lui rentraient dans les mains. Robert grogna, le visage renfrogné. Il soupira lourdement, regarda constamment sa montre et ressemblait plus à un homme subissant une punition qu'à quelqu'un qui faisait un travail. Sarah se tenait souvent à côté, calmement, offrant des conseils et lui rappelant parfois, « Prenez votre temps, Robert. La qualité est plus importante que la vitesse. » Une fois, alors qu'il portait une lourde planche, le pied de Robert glissa et il faillit tomber. Le bois heurta sa jambe, lui envoyant une décharge de douleur. Il jeta la planche à terre, le visage rougi d'irritation. C'est ridicule. Qu'est-ce que je fais ici? Un homme comme moi, réduit à ce genre de travail manuel. Il se tourna comme pour s'éloigner, mais à ce moment-là, un jeune vétéran avec une légère boiterie due à une vieille blessure s'approcha. « Monsieur Robert, ça va? Laissez-moi vous donner un coup de main. » La voix du jeune vétéran ne portait aucune condescendance, seulement une réelle préoccupation. Robert regarda le visage sincère du soldat et se figea, un instant, la colère s'estompa, remplacée par un sentiment rampant de honte. Silencieusement, il se pencha, ramassa la planche et se remit au travail sans un mot de plus. Un après-midi, alors que Robert manipulait maladroitement une scie à main, Ben, 4 ans, vint à l'atelier avec Sarah. Le petit garçon aperçut son grand-père grimaçant à cause d'une petite coupure au doigt. Ben courut vers lui, tenant un pansement décoré d'une petite voiture. « Grand-père, dit Ben, sa voix pure et sincère, ça fait mal? Grand-mère Sarah m'a dit de te mettre ça. » Avec une tendresse maladroite mais sincère, il pressa le pansement sur le doigt de Robert. « Tu fais de si belles chaises, grand-père, ajouta Ben,
ses grands yeux brillants en regardant les pièces de bois à moitié façonnées. Maman adorera s'asseoir dessus. Les mots innocents de Ben, évoquant la fille que Robert avait perdue, touchèrent un coin caché de son cœur. Robert regarda le pansement à petite voiture sur son doigt, puis Ben. Il ne dit rien, mais le coin de ses yeux s'adoucit légèrement. Sarah sourit doucement en les regardant, sachant que des moments comme celui-ci transformaient lentement Robert. Pendant ce temps, Margaret, qui n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine plus d'une fois par semaine, se retrouva en difficulté dans la cuisine communautaire d'espoir pour les vétérans. Elle avait été chargée de préparer le déjeuner pour les bénévoles et les familles de vétérans nouvellement arrivés. Cuisiner pour autant de monde était un défi de taille. Elle brûla la première fournée de petits pains, envoyant de la fumée tourbillonnant dans la cuisine jusqu'à ce qu'elle tousse et grimace. Elle se plaignit des montagnes d'oignons à hacher, des casseroles trop grandes, de l'odeur de nourriture collant à ses cheveux et à ses vêtements. Sarah était souvent là à côté d'elle, la guidant patiemment à travers chaque étape, de la mesure des épices à l'utilisation du four. « Allez-y, faites des erreurs, Margaret. Tout le monde a une première fois, » encouragea Sarah, son ton chaleureux et dénué de jugement. Une fois, en épluchant des pommes de terre, Margaret se coupa le doigt, une toute petite coupure qui saigna juste assez pour piquer. Elle laissa tomber le couteau, presque en larmes de frustration et de maladresse. « Je n'y arrive pas. Je ne suis pas faite pour ce genre de travail, s'exclama-t-elle, prête à quitter la cuisine. Mais alors une vieille femme, une ancienne combattante aux yeux gentils et aux mains calleuses par des années de travail, s'approcha. « Ma chère, laissez-moi vous aider. Nous trébuchons tous parfois. Ce qui compte, c'est de se relever. » La vieille femme prit le couteau et éplucha les pommes de terre avec une facilité experte. Margaret regarda ses mains burinées et ce visage ridé, et une comparaison tacite la fit se sentir honteuse. Silencieusement, elle chercha un pansement, enveloppa son doigt et se remit au travail. Ethan, 10 ans, passait parfois à la cuisine pour aider Sarah et sa grand-mère Margaret à éplucher les légumes. Il vit Margaret essuyer ses larmes, que ce soit à cause d'oignons trop forts ou d'une autre fournée de pain brûlé. « C'est bon, grand-mère, » dit Ethan doucement, sa jeune voix pleine de compréhension. « Vous êtes différente maintenant. Vous me faites plus penser à la famille. » Margaret releva brusquement la tête, surprise. Ces mots étaient comme un miroir, la forçant à se regarder et à affronter les changements qui s'opéraient en elle. Bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, elle savait qu'Ethan avait raison, elle n'était plus l'orgueilleuse Madame Davis qu'elle était autrefois. Elle était devenue une partie de cet endroit, l'endroit même qu'elle avait l'habitude de mépriser. Sarah se tenait à proximité, faisant un petit signe de tête, un sourire chaleureux se répandant sur son visage. Petit à petit, Robert et Margaret commencèrent à entendre les histoires. Les vétérans qui venaient à Espoir pour les vétérans n'étaient pas là juste pour obtenir un logement ou trouver un emploi, ils portaient avec eux des histoires de pertes, de blessures profondes, de la lutte pour reconstruire une vie. Un vétéran plus âgé parla d'avoir perdu ses 2 jambes à la guerre. Une mère célibataire partagea sa peur d'élever seule son enfant après que son mari fut tué au combat. Ces histoires, petit à petit, trouvèrent leur chemin dans les cœurs endurcis de Robert et Margaret, les forçant à voir la vie sous un angle différent. Ils commencèrent à réaliser que leurs propres difficultés n'étaient rien comparées aux immenses sacrifices que ces personnes avaient endurés. Le changement fut lent mais indéniable. Un soir, bien après que tout le monde soit rentré chez soi, Robert resta, bien que personne ne lui ait demandé. Le vieil homme regarda la chaise en bois qu'il avait eu du mal à construire pour la salle communautaire d'espoir pour les vétérans. Ce n'était pas parfait, mais c'était l'œuvre de ses propres mains. Pour la première fois, il n'avait pas râlé en travaillant. Il tendit la main vers ses outils et commença à construire une autre chaise, plus soigneusement, plus lentement, non par obligation, mais par une impulsion tranquille intérieure. Margaret, elle aussi, changeait. Après avoir appris à faire des biscuits avec Sophie sous la tutelle patiente et l'œil vigilant de Sarah, elle commença à s'entraîner. Un après-midi, elle prépara une fournée de biscuits chauds, dorés, aucun n'étant brûlé. Sans qu'on le lui demande, elle décida d'apporter un panier à une vieille veuve qui vivait seule dans une petite maison voisine, elle-même vétéran et l'une des premières personnes qu'Espoir pour les vétérans avait aidées. Quand Margaret prit le panier, son cœur battait, c'était la première fois qu'elle sortait seule pour faire quelque chose de gentil, non par devoir social ou pour sauver la face. Elle frappa à la petite porte d'entrée de la veuve. Lorsque la vieille femme ouvrit, son visage était marqué par les difficultés, mais ses yeux étaient chaleureux. Margaret hésita, puis tendit le panier. «
J'ai fait ces biscuits. S'il vous plaît, prenez-en. La vieille femme sourit avec gratitude, ses quelques dents restantes apparaissant. Oh, merci, ma chère. C'est si gentil de votre part. Alors qu'elle prenait un des biscuits encore chauds, le parfum du beurre et du sucre flotta dans l'air frais. Margaret sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie lors des fêtes somptueuses auxquelles elle avait autrefois assisté. C'était une légèreté, une paix, et une joie simple et véritable. Elle ne venait pas de recevoir des éloges, elle venait de donner avec un cœur sincère. Les premières pierres posées à espoir pour les vétérans n'étaient pas seulement les maisons en construction, c'étaient aussi les pierres posées au plus profond des cœurs de Robert et Margaret, des pierres de compréhension, de compassion et de rédemption. Au fil du temps, d'autres pierres furent posées, non seulement sur les murs des maisons rénovées, mais aussi dans la relation entre Robert, Margaret et la communauté d'espoir pour les vétérans. Des jours de travail acharné, des histoires partagées et écoutées, et la patience inlassable de Michael, Sarah et des enfants usèrent progressivement la carapace fière et méfiante qui entourait le couple. Il ne râlait plus ni ne se plaignait, au lieu de cela, Robert commença à discuter avec les vétérans en fabriquant des meubles, et Margaret rit sincèrement quand l'enfant d'un vétéran la nomma, la meilleure maîtresse de maison de tous les temps. Un après-midi d'octobre, alors que les rangées d'érables devant les fenêtres prenaient une couleur or éclatant, Espoir pour les vétérans organisa une petite cérémonie dans la salle communautaire pour remettre les clés à 5 familles de vétérans nouvellement installées. L'atmosphère était animée et chaleureuse, de toutes nouvelles tables en bois, construites par Robert et les autres bénévoles, étaient soigneusement disposées, chacune surmontée de paniers de biscuits parfumés préparés par Margaret et Sophie. Le pasteur John était là, ainsi que Michael, Sarah et les 3 enfants. Les gens se rassemblaient, parlant joyeusement, leur rire et leur voix emplissant la pièce. Quand vint le moment de présenter les clés, le pasteur John se leva, sa voix solennelle mais chaleureuse. Il invita chaque famille à s'avancer pour recevoir les clés de leur nouvelle maison. Après la remise de chaque clé, Robert et Margaret, vêtus simplement mais proprement, s'avancèrent. Robert remit personnellement une chaise en bois qu'il avait construite à un vétéran amputé d'une jambe, qui le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « C'est pour vous, » dit Robert, sa voix grave et chaleureuse, dépouillée de la fierté qu'elle avait autrefois. « J'espère qu'elle vous apportera du confort. » Avec un sourire éclatant, Margaret tendit un panier de biscuits parfumés à la jeune fille du vétéran. « Sophie et moi les avons faits, dit-elle doucement. La petite fille les prit, ses yeux s'illuminant de plaisir. Après que toutes les familles eurent reçu leurs clés, le pasteur John passa le microphone à Michael. Michael s'avança, son expression calme. « Aujourd'hui est un jour significatif pour nous tous, » commença-t-il. « Ces foyers sont un symbole d'espoir, de nouveau départ. » Il marqua une pause, balayant la pièce du regard, son regard se posant sur Robert et Margaret. De manière inattendue, Robert s'avança et prit le microphone des mains de Michael. La pièce se tut, tous les regards se tournèrent vers le vieil homme. Il prit une profonde inspiration, les yeux embués, non de colère ou de dédain, mais de quelque chose de tout autre. Il regarda Michael droit dans les yeux, son regard lourd de remords et de tristesse. « Michael, » commença Robert, sa voix tremblante et rauque, « il y a plus d'1 an, nous t'avons fermé la porte à toi et aux enfants. Nous vous avons abandonné quand vous aviez le plus besoin de nous. Nous vous avons traité de fardeau. » Il s'arrêta, luttant pour retenir ses émotions. « Ce fut la plus grande erreur de ma vie, » dit-il, la voix brisée. Nous étions aveuglés par la fierté et l'égoïsme. Nous avons oublié la vraie valeur de la famille, de l'amour. Margaret s'avança aux côtés de Robert, ses propres mains tremblantes. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle prit la main de Robert, puis regarda Michael droit dans les yeux remplis de remords. « Nous sommes désolés, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Merci de ne pas nous avoir tourné le dos, même si nous avons tourné le nôtre à vous et à vos enfants. Merci de nous avoir donné la chance de réparer cela. » La pièce sombra dans un silence complet, tout le monde fut ému par la scène. Michael regarda Robert et Margaret, son cœur s'adoucissant. Il s'approcha, ses propres yeux brillants. Il tendit la main et serra la main de Robert, puis celle de Margaret. « Le pardon n'efface pas le passé, » dit Michael, sa voix chaleureuse et sincère, « mais il peut changer l'avenir. » Un doux sourire traversa son visage. Sophie, la fillette de 7 ans, ne put retenir ses sentiments après avoir entendu les excuses de ses grands-parents. Elle courut enlacer Margaret à la taille.
Reste avec moi, grand-mère, murmura-t-elle, la voix serrée par l'émotion. Margaret serra Sophie contre elle, éclatant en sanglots, le genre qui venait du soulagement, du remords et de l'amour retrouvé. Robert s'agenouilla aussi, serrant Ethan et Ben, qui se tenaient à proximité, dans ses bras. Le moment de réconciliation toucha tous les cœurs présents dans la pièce. Des applaudissements éclatèrent, non pas pour le spectacle, mais pour l'humanité, pour le pardon, pour l'espoir de restauration. Les vieilles blessures ne pourraient jamais vraiment disparaître, mais maintenant, elles avaient été apaisées par la compréhension et l'amour. Une famille autrefois brisée était maintenant plus étroitement liée que jamais, tissée des fils de leçons durement apprises et d'actes de rédemption authentiques. Dans les mois qui suivirent les excuses publiques de Robert et Margaret à espoir pour les vétérans, tout sembla enfin retrouver son cours légitime. Non seulement Robert et Margaret continuèrent d'y travailler, mais ils devinrent deux des bénévoles les plus dévoués. Robert, avec ses années d'expérience en construction, assuma le rôle de superviseur officieux des projets de rénovation de maisons, assurant à la fois la qualité et l'avancement. Les plaintes avaient disparu, à la place, il guidait maintenant les jeunes bénévoles avec patience et sagesse pratique. Margaret, sous la direction de Sarah, avait transformé la cuisine commune en un lieu chaleureux et accueillant, non seulement pour cuisiner, mais pour organiser des rassemblements et des conversations pour les familles de vétérans. Elle avait découvert une joie profonde à prendre soin et à partager. Un après-midi de printemps doux, l'ensemble du complexe de logements pour vétérans, rénové par espoir pour les vétérans, fut finalement achevé. Les maisons se tenaient soigneusement côte à côte, peintes de couleurs vives et joyeuses, chacune avec son propre petit jardin charmant. Cette fois, la coupe du ruban fut une célébration plus importante, qui rassembla toute la ville. Des drapeaux américains flottaient sur les nouveaux mâts, des enfants couraient en riant le long des rues pavées de briques, leur voix portant à travers le quartier un symbole vivant de renouveau et d'espoir. Sur une petite scène improvisée, Michael se tenait aux côtés de Sarah Miller, du pasteur John et d'un fonctionnaire de la ville. Mais cette fois, Robert et Margaret se tenaient là aussi, non pas en arrière-plan, mais au premier plan, prêts à aider à couper le ruban. Robert, le visage plein de fierté, tenait une extrémité du ruban tandis que Margaret, souriante et rayonnante, tenait l'autre. Lorsque le ruban rouge fut coupé, des applaudissements éclatèrent sur la place, c'étaient des applaudissements pour le travail acharné, pour la gentillesse et pour le pardon. Après la cérémonie, les gens sont rentrés chez eux ou se sont rassemblés dans les espaces communautaires partagés. Michael, ses enfants et Sarah sont retournés à leur maison au bord du lac, un lieu familier qui portait maintenant une signification plus profonde et plus importante. Ce soir-là, un dîner de famille chaleureux a été préparé chez Michael. Robert et Margaret étaient là aussi, non plus comme des invités distants ou réticents, mais comme faisant partie du rassemblement lui-même. La grande table en bois que Robert avait autrefois construite pour espoir pour les vétérans se tenait maintenant dans la salle à manger de Michael, recouverte d'une nappe blanche et impeccable. Sur celle-ci se trouvaient des plats simples mais sincères, et le plus frappant de tous étaient les assiettes parfumées de biscuits que Sophie et Ben sortaient fièrement, faits d'après la propre recette de grand-mère Margaret. Ethan, 11 ans, était assis à côté de Michael, jetant un coup d'œil autour de la table. Il regarda ses grands-parents, Sarah discutant joyeusement avec Sophie, et Ben arrangeant soigneusement des haricots dans son assiette. « Papa, » dit Ethan pensivement, « notre famille est vraiment grande maintenant. » Michael sourit, ses yeux chaleureux. Il tendit la main pour ébouriffer les cheveux d'Ethan. « Oui, mon fils, et en sécurité. » Le sentiment de sécurité ne venait pas seulement d'avoir un toit au-dessus de leur tête, mais d'être entouré d'une grande famille, protectrice et aimante. Le pasteur John, qui avait été invité à se joindre au dîner, se leva et leva un verre de jus d'orange. « Prions, dit-il, sa voix grave et ferme. Nous avons appris qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. Nous avons appris que le pardon peut guérir les blessures les plus profondes, et nous avons appris qu'une communauté est un lieu où chacun a de la valeur et est le bienvenu. Merci pour ces bénédictions. » Michael regarda ses trois enfants rire ensemble, Robert et Margaret parlaient chaleureusement avec Sarah. Il pensa en lui-même, la chose la plus précieuse que je possède n'est pas une grosse somme d'argent. C'est de voir mes enfants grandir dans un amour véritable, dans une famille plus grande qui sait partager et pardonner. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais elles avaient été entourées d'un cercle parfait de gentillesse et d'affection. À la tombée de la nuit, les lumières à l'intérieur de la maison de Michael semblaient encore plus chaleureuses. Les rires et les conversations flottaient par les fenêtres, se mêlant au doux vent à travers les arbres. C'était le son d'un nouveau foyer, d'une famille qui s'était retrouvée, et d'un cercle d'amour qui s'était refermé,
mais aussi ouvert à d'infinis nouveaux commencements. Et ainsi, le voyage de Michael avec ses 3 enfants prit fin, mais ses échos perduraient. Une histoire qui commença par de profondes blessures et des portes claquées s'acheva par des sourires, des bras ouverts et une communauté rassemblée. Michael nous a enseigné une leçon vraiment noble, la dignité ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous affrontons l'adversité et la compassion que nous offrons aux autres. Il a transformé la tragédie en motivation, et l'abandon en inspiration, pour construire, espoir pour les vétérans, un lieu d'espoir. Mes amis, avons-nous le courage de pardonner, de nous relever des décombres sans garder d'amertume? Et Robert, Margaret, eux aussi ont reçu une leçon d'humilité et de pouvoir de rédemption. De prendre, ils ont appris à donner, de l'égoïsme, ils ont trouvé la joie de servir. Cela prouve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Croyez-vous que quelqu'un qui vous a fait du mal puisse changer et être digne d'une autre chance? À travers cette histoire, j'espère que vous pourrez également ressentir le pouvoir de l'humanité, même des plus petits actes de gentillesse. Un bol de soupe chaude, une chaise en bois, ou simplement un mot réconfortant peuvent allumer une étincelle dans un cœur fatigué. Je sais que chacun de nous fait face à ses propres difficultés, parfois, nous pouvons nous sentir comme Michael, abandonnés, ou comme Robert et Margaret, perdus. Mais j'ai toujours cru que le plus important est de ne jamais perdre la foi en la gentillesse ni en notre propre capacité à surmonter les épreuves. Mes chers amis, j'espère sincèrement que cette histoire a touché votre cœur, vous apportant un peu de réconfort ou d'inspiration. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos pensées. Et si vous êtes confronté à des portes fermées dans la vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Je suis toujours là pour vous écouter et partager avec vous. Merci d'être toujours présent sur cette chaîne. À la prochaine histoire.